Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nadia Christensen, naturopathe, auteure du livre Enfants en bonne santé toute l'année. Ça annonce la couleur, elle nous donne en effet plein de conseils aussi bien sur l'alimentation des enfants que sur leur digestion, sur leur santé bucco-dentaire et sur la santé de leurs os. Et oui, on est bien loin de les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Elle nous donne également des astuces pour calmer les enfants un peu trop excités et les faire dormir rapidement, comment se protéger de la lumière bleue, comment gérer les heures d'écran, comment les faire participer et surtout les sensibiliser à manger plus sainement. Bref, plein de bons conseils pour que nos enfants soient en bonne santé et ça c'est trop cool. Bonne écoute. Eh bien bonjour Nadia Christensen. Bonjour Léna. Merci beaucoup d'être parmi nous, je suis très contente de te recevoir. On va parler d'un sujet nouveau dans Horizon Podcast, la santé des enfants. Alors j'ai pas encore de petits poussins, mais au moins je pourrais le réécouter dans quelques années, c'est très pratique. Alors, commençons par l'alimentation, car c'est quand même la clé de la santé, on commence à le savoir. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher globalement au régime alimentaire des enfants ? Qu'est-ce qu'on leur donne qui n'est pas bon pour eux ? Alors c'est une très bonne question. En fait, en général, j'essaie de rajouter des choses pour que ce soit plus facile pour les parents, parce que quand on enlève, c'est contre-productif, parce que les enfants, du coup, se braquent un petit peu sur ce qui manque. Mais en gros, il y a trop de céréales, trop de produits laitiers et trop de sucre dans l'alimentation des enfants aujourd'hui. Donc, il y a pas mal de choses à améliorer à ce niveau-là. Moi, je me pose la question par rapport aux produits laitiers, pour les bébés, mais aussi pour les enfants. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme croyance qui existe. On dit que le lait de vache, il est nécessaire à la bonne croissance des enfants, et pourtant, il me semble qu'on est quand même un pays où on consomme beaucoup de produits laitiers et où on souffre beaucoup d'ostéoporose. Oui, alors ça soulève énormément de questions, ce que tu viens de dire. En fait, les enfants ont besoin de lait jusqu'à leurs 3 ans pour la constitution de leurs dents. Et le lait dont ils ont besoin, c'est du lait maternel, puisque nous sommes des mammifères et qu'on est censé donc prendre le lait de nos parents, enfin de notre mère. Mais pour des raisons logistiques, des raisons de malnutrition à une époque aussi, on est passé sur le lait de vache, donc, qui est destiné aux veaux à la base. Moi, je dis souvent, mais on ne boit pas le lait de la girafe, on ne boit pas le lait de l'ours, on boit vraiment, voilà, on a choisi la vache, mais ça n'a rien de... C'est pas proche du lait maternel, donc voilà, on peut le materniser, mais ça c'est un process industriel et on peut le faire avec plein d'autres aliments, puisqu'il existe aussi des laits maternisés végétaux aujourd'hui. Mais le lait de vache n'est absolument pas la solution idéale du tout. Au contraire, on a constaté en naturopathie, parce qu'on a ce qu'on appelle des toxines, enfin voilà, des choses qu'on élimine, donc par les émonctoires, par les portes de sortie. Et il y a 2 types de déchets en fait, il y a les cristaux et les cols. Et le problème des produits laitiers, c'est que ça génère des cols et ça se transforme en fait en mucus. Ça, c'est ce que vous connaissez tous, ce que les parents connaissent très bien sous forme de morve, sous forme de crachat, sous forme de glaire. Et quand on consomme des produits laitiers, notamment de vache, on produit du mucus en excès. Et c'est ça qui va venir générer les petites pathologies embêtantes pour les parents et les enfants, qui sont les rhumes, qui ensuite descendent au niveau des bronches pour aller faire des petites bronchites, ou qui abîment les trompes d'Eustache pour aller se loger et créer des otites. Et c'est vrai que plus on limite l'ingestion de ces produits-là, mieux on se porte en fait. Après, il y a effectivement la grande crainte de l'ostéoporose chez les plus âgés, donc c'est plutôt chez les dames post-ménopause. Mais là encore, il faut dézoomer en fait et voir que dans d'autres pays, voire d'autres continents, sur d'autres continents, il y a plein de gens qui ne consomment absolument pas de produits laitiers et qui se portent bien mieux que les femmes ménopausées en Europe. Donc, c'est vraiment... alors, c'est multifactoriel. Pour avoir une bonne ossature, il ne faut pas que consommer du calcium. Il y a différents types de calcium aussi, des calciums plus ou moins assimilables et biodisponibles. Mais il faut aussi de la vitamine D, donc une exposition au soleil, ce qui explique que voilà, sur certains continents, les femmes sont mieux loties que d'autres. Mais en tout cas, il ne suffit pas de consommer des produits laitiers. Et c'est pas parce qu'on en a consommé jeune qu'on est sûr d'avoir une bonne ossature plus tard non plus. Voilà, donc je suis plutôt effectivement contre, en tout cas une consommation excessive telle qu'elle est proposée aujourd'hui et une consommation trop régulière. Quand on parle de lait végétaux, on pense tout de suite aux familles un peu bébêtes quelque part, qui ont pris du lait de soja classique pour nourrir leur bébé. Bah forcément, ça donne une mauvaise image
à tous les C'est ça. végétariens et les végétaliens. Mais en réalité, il y a des laits maternisés végétaux et ils sont pas plus mal, ils sont composés, ils ont été rajoutés au niveau des nutriments comme il faut par rapport aux produits de vache maternisés, on est d'accord? C'est exactement ça. Il faut vraiment distinguer. C'est là où on peut vite tomber dans des dérives ou des croyances ou des clichés ou voilà, dans des extrêmes en fait. Il y a effectivement des boissons végétales vendues en briques, qui sont des boissons, on va dire, légères, voilà, pour le plaisir qu'on va consommer comme un jus ou comme une tisane. Et il y a les boissons végétales maternisées, qui sont donc du coup estampillées premier âge, deuxième âge, troisième âge, et qui correspondent spécifiquement aux besoins des enfants de cet âge-là, qu'ils aient été d'abord au lait maternel puis sevrés, ou il y en a qui commencent directement avec ça. Mais ils sont adaptés. Hmm. Et c'est comme les parents qui donneraient du lait de vache en brique à leurs enfants de 2 mois. Voilà, c'est Exactement. exactement la même chose en fait. Et donc il faut être précis, surtout pour les tout petits, et bien respecter les besoins de l'enfant à chaque âge de son développement en fait. Donc du coup, il n'y a pas de souci de prendre des laits végétaux maternisés Non, plutôt que du lait de vache maternisé. On est d'accord. aucun, je dirais même au contraire. Il y a moins d'épisodes de maladie. D'allergie, ce genre de choses? Alors d'allergie aussi, parce que c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup d'antécédents chez les parents d'allergie aux produits laitiers et du coup, bah, ça se transmet quand même. Il y a une part d'héritage avec la génétique. Elle est faible, elle est beaucoup plus faible que ce qu'on croit, mais elle est quand même existante. Et quand on perpétue des habitudes de vie qui étaient déjà néfastes pour les parents sur les enfants, bah, en fait, on en crasse encore plus. Et du coup, on détériore le patrimoine et donc la santé future de l'enfant. Ouais, ouais. Et alors le gluten pour les enfants, est-ce que c'est parce que l'ADN du gluten a été trop modifié? Alors, il y a un peu de ça. En fait, ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on consomme en excès certains aliments. Et du coup, c'est pas qu'il faut manger très, très varié, c'est juste que la base, en fait, de l'alimentation, c'est les fruits et les légumes. Et les céréales, moi, je les rajoute l'hiver, quand il fait froid, qu'on a besoin d'un peu plus de carburant, et puis chez certains enfants qui sont très actifs ou qui font beaucoup d'activités physiques. Mhm. Ça dépend aussi du tempérament de l'enfant et de son mode de vie. Mais le gluten, en fait, c'est pareil, c'est un peu comme pour les produits laitiers. Il y a gluten et gluten, effectivement, comme tu disais. Il y a des gluten très transformés aujourd'hui qui sont complètement inintéressants et même néfastes. Et puis, il y a des gluten qui sont tout à fait tolérés par un organisme lambda qui n'a pas voilà, de prédisposition ou de problème de dysbiose au niveau des intestins. Oui, tout le monde n'a pas de problème avec le gluten, mais c'est Non. effectivement, il s'agit de réduire la consommation de produits trop transformés aussi. Voilà, déjà ça, se donner la possibilité d'avoir accès à du gluten de qualité, bien choisi, de blé, de variétés anciennes. Il y en a quand même de plus en plus, que ce soit en boulangerie ou en magasin bio ou même sur internet. Donc voilà, plutôt privilégier ça et puis de temps en temps faire un écart éventuellement avec du gluten, on va dire lambda et réduire les quantités de manière générale. Parce qu'on a tendance à ne manger soit du riz, soit des pâtes, et beaucoup, beaucoup de pâtes quand même. On est un pays latin, en France, il y a une grosse consommation de pâtes. Mais même dans les supermarchés classiques, maintenant, il y a des marques que je ne citerai pas, mais qui font du sans gluten. Donc, on a facilement accès à des choses alternatives. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ça reste très industriel. Mais après, on peut partir sur des choses qui sont aussi simples à préparer que du quinoa, qui cuit aussi vite que du riz maintenant, du sarrasin. Enfin, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, Mm. moi, ce que je fais quand j'ai des gens en consultation, c'est que j'élargis la palette et les gens, en fait, ils se rendent compte, bah oui, c'est vrai qu'on aime bien manger des galettes de sarrasin, on aime bien manger du quinoa en salade, etc. Je dis, bah vous en rajoutez un petit peu plus et puis vous verrez que de toute façon, vos pâtes, vous en mangerez moins. Mais c'est vrai que les pâtes, c'est assez intéressant ce que tu dis. On a vraiment, enfin moi je sais que personnellement j'ai grandi avec plein de pâtes différentes. C'est-à-dire que moi je variais pas les fruits et légumes, je variais les pâtes. Tu vois, c'était un coup des papillons, des spaghettis. C'était ça. Et je pense que c'est pour beaucoup de familles. Tu vois, quand t'es enfant, tu mets ça avec ton escalope à la crème. Et c'est ça le problème. Donc, comme tu dis, maintenant il y a du millet, du sarrasin. Enfin, il y a plein de farines différentes. La farine de châtaigne pour les gâteaux, c'est super bon. La farine de patate douce. Enfin voilà, il faut juste être un petit peu, faut juste changer en fait. Mais comme tu dis, il faut faire attention quand on va dans les supermarchés classiques à des farines qui sont aussi transformées mais sans gluten. C'est ça Oui, le problème. c'est un sacré marché, il ne faut pas tomber dans le panneau. Quand on n'a pas le choix, qu'on est en déplacement, en vacances, etc., bon voilà, ça peut dépanner. Je ne dis pas que c'est plutôt bien qu'il y ait un accès, une conscience qui est mise là-dessus, Ouais. mais c'est pas, on passe pas d'un procédé industriel à un autre. En fait, l'idée, c'est vraiment d'améliorer, en naturopathie, on est dans la prévention, donc d'améliorer le capital futur et puis d'avoir un quotidien quand même plutôt agréable et où tout va bien dans le ventre.
Et pour ça, il faut opérer certains changements. Donc l'idée, c'est de changer une recette, c'est de rajouter, des crudités, c'est de voilà, petit à petit, en fait, c'est un process qui prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Souvent, si on le fait de manière trop drastique, on revient en arrière, donc ça, c'est pas très intéressant. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait et du coup, moi, je procède un peu, en coaching, quoi. On y va, voilà, étape par étape, mois après mois et en fait, ça marche très, très bien et du coup, c'est durable. Bah, c'est exactement ce qui fait que les régimes ne marchent pas, c'est que c'est trop extrême d'un jour à l'autre. T'en peux plus, t'en as marre, t'as envie de manger des chips et boire une petite bière tranquillou. Et du coup, c'est pour ça que ça craque. Alors que si tu modifies tes habitudes de consommation, mais que tu prends le temps au fur et à mesure, que tu n'élimines pas tous les plaisirs que tu as actuellement en termes de nourriture, et ben ça ira de mieux en mieux. Tu vas t'habituer, parce qu'il faut que le palais il s'habitue. Ça prend du temps. Tout à fait. Mmh Moi, mh. je sais que le chou, j'aimais pas ça forcément dès le début. Je me suis fait au fur et à mesure avec une petite portion, puis j'ai grossi quoi. Et maintenant, j'adore le chou. Alors le sucre, hein, c'est pas une nouvelle, on sait que le sucre blanc ou les sirops en tout genre sont vraiment pas bons pour la santé des enfants et d'ailleurs aussi pour notre santé, que ce soit au niveau des dents, du système digestif, de la glycémie, etc. Mais on sait que le corps il a besoin de glucides. Alors quel est le bon ratio? Parce qu'en plus on a envie de leur faire plaisir. Alors quelle alternative peut-on utiliser pour allier plaisir et santé? D'ailleurs, tu sais, ça me rappelle une vidéo où, enfin, il y a pas mal de vidéos sur YouTube où tu vois des bébés de 1 an qui, pour leur anniversaire, ils peuvent jouer et goûter à un gâteau qui est rempli de sucre. Alors moi, personnellement, ça me choque toujours un petit peu. Je me dis que c'est un peu tôt, mais ce n'est que mon humble avis. C'est très juste. En fait, si on prend le carnet de santé, qui rappelle quand même, des bases vraiment fondamentales, on ne doit pas donner ni de sucre ni de sel à un enfant de moins de 3 ans. Ah ouais, d'accord. Donc c'est en fait même officiellement, pas autorisé de le faire. Alors après pour un anniversaire, c'est voilà, c'est une fois dans l'année, ça c'est pas faut pas non plus tomber dans l'extrémisme, mais de manière générale, en fait, ce que les enfants ne connaissent pas, bah, ils vont pas le réclamer parce qu'ils savent même pas que ça existe. Donc c'est assez simple, surtout pour les premiers dans une fratrie, de faire sans. Il faut juste, voilà, en tant que parent, se planquer quand on mange un truc si on n'a pas envie que l'enfant en mange, mais c'est, quand même somme toute assez simple. Ouais. Et l'idée avec le sucre, c'est que ça reste effectivement un carburant essentiel pour le corps. Je rappelle que le 1er, c'est l'air, le deuxième, c'est l'eau. On est quand même constitué à quasiment 80 de liquide, donc il faut de l'eau ou des liquides, par la soupe ou par, les tisanes ou par les fruits et légumes aussi. Et le troisième, c'est les glucides. Donc si on enlève les glucides à 100 d'un régime, il y a plus de carburant. Après, on peut transformer nos graisses, après, bon voilà, il y a des manières de synthétiser au sein du corps, mais ça reste un process un peu plus compliqué et pour les enfants qui sont vraiment dans une dépense énergétique énorme, que ce soit au niveau de leur cerveau, au niveau de leur corps, il y a un besoin effectivement assez régulier de glucides. Et alors, où est-ce qu'on va les chercher? Bah, où est-ce qu'on va les chercher dans la nature? En fait, avant, on n'avait pas de supermarché, on n'avait pas de d'industrie qui nous préparait des pépitos ou voilà. On Un arbre à pépito, ça en ferait rêver plus d'un, ça. En tout cas, ma mère. exactement. Mais non, je suis désolée de vous décevoir, mais non. Alors, du coup, l'été, on pioche dans les fruits frais, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus sucré et l'hiver, on va piocher dans les fruits secs. Hmm. Voilà, c'est vraiment les alternatives les plus intéressantes. Les glucides lents, comme on les appelle, les sucres lents, ils peuvent être pas mal, si on peut pas avoir accès justement à des sucres dans la matinée, s'il y a pas de collation à l'école ou si, l'enfant part, en rando et cetera et qu'il peut pas forcément se poser pour manger avec un groupe. Dans ces cas-là, les sucres lents peuvent être intéressants, mais ça reste voilà, en fait, la digestion fatigue aussi le corps, donc il faut mesurer, le ratio bénéfice et puis ce que ça coûte et le plus simple pour le corps, c'est d'avoir des sucres, rapidement, en fait, donc de manger des fruits régulièrement. Donc, du coup, pour un toddler, donc moins de 3 ans, on lui donne des fruits quand, voilà, quand il y a la diversification, quoi. Exactement, Ouais. exactement et aux collations, on les donne jamais en fin de repas, contrairement à ce que notre culture voudrait qu'on fasse. Ouais. Je crois qu'on s'appuie un peu trop sur la carotte, c'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant: «Bah, si tu manges, ton repas, tu as ton dessert». Mais je crois qu'il faut sortir complètement de ce schéma et dire: «Mais en fait, tu vas manger d'abord ton dessert, donc tu vas commencer par tes fruits et puis, bah, après, tu voilà, si tu as faim, tu manges, si tu as pas faim, tu manges plus». Point Hmm. barre, en fait et au repas d'après, du coup, lui proposer encore des choses, intéressantes pour lui, mais sortir du chantage parce qu'il peut complètement, apprendre à ne plus être en connexion avec sa satiété, avec son ressenti, avec ce qu'il a envie, avec ses besoins et cetera, s'il compte sur ce dessert et en plus, d'un point de vue purement physiologique, du sucre en fin de repas, ça fermente, en fait, parce que ça stagne. Ça fait de l'alcool. Ça fait de l'alcool, ça fait des gaz, ça fait des douleurs, donc c'est hyper néfaste. Donc les fruits à 10 heures, à 4 heures et puis éventuellement, en attendant que le repas se fasse,
Voilà, l'enfant peut grignoter un petit fruit. Oui, c'est ça, un bout de melon, tu sais, l'été avant de Ouais, manger. exactement, ça c'est parfait. Alors donc d'une manière générale, si on récap un petit peu, de quoi doit être composée l'assiette d'un enfant? Alors moi, je fonctionne quand même pas mal par saison. Là, en hiver, ils boivent un peu moins, donc je trouve que les soupes, c'est super pour leur apporter, un peu de d'hydratation. Ils ont moins tendance quand même à servir, un verre de quelque chose ou alors sinon ce qui marche bien, c'est des hydrolats, faire ce qu'on appelle un café blanc, donc un peu d'hydrolat, une cuillère à café ou une cuillère à soupe, d'hydrolat. Alors après, ça peut être de ce qu'ils aiment ou de ce dont ils ont besoin, de fleurs d'oranger le soir ou de thym le matin, par exemple, avec de l'eau chaude, ça peut être de l'eau tiède, du coup, pour les tout petits. Ça, c'est super intéressant parce que ça leur donne un petit goût, ça leur donne, voilà, une petite préparation à faire. Des fois, ils aiment bien participer. Ouais. Les tisanes aussi, c'est pas mal et puis les jus de légumes. C'est vrai que je suis assez fan des jus de légumes aussi en rentrant de l'école. Ça leur fait une activité ludique, ça fait des voilà, il faut qu'ils se concentrent, qu'ils coupent, qu'ils mettent dans la machine, qu'ils voient les du coup, après, ils constatent, ils regardent les couleurs, ils adorent observer, ils les mélangent, ils touillent et cetera et ça, c'est une bombe, au niveau vitamines, c'est juste, le Graal, en fait, parce que c'est pas chauffé, il y a pas de perte au niveau, d'une température puisqu'il y a pas de cuisson. Donc ça, c'est vraiment pas mal et l'été, on va rajouter donc ça, c'est ce qu'on rajoute, en fait et après dans la base de ce qu'on va donner l'hiver, bah, donc soupe et puis après un peu de féculents, un peu de légumineuses. Après si on est végétarien, ben, voilà, on reste sur ça, on rajoute un peu de tofu. On peut rajouter des œufs aussi, un peu de fromage et si on est omnivore, ben, un peu de poisson. Il faut quand même des produits de la mer, donc si on est végétarien ou végane, il faut du tartare d'algues ou des makis ou des choses comme ça. Mmh. Ça compense bien pour le l'iode. Des oméga 3 avec des huiles ou des noix, des oléagineux, ça c'est pour tout le monde et puis quand on est omnivore, un peu de poisson quand même régulièrement, de préférence des petits poissons qui sont en début de chaîne alimentaire et puis, ben, un peu de viande aussi de temps en temps. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que l'astuce là que tu donnes, sur les jus, c'est vraiment très intéressant parce que si les enfants sont difficiles, qu'ils aiment pas trop les brocolis, bah, c'est une manière de leur donner un peu de jus de légumes, quoi. C'est une bonne manière de leur donner un petit boost de vitamines. Exactement et s'ils n'aiment pas trop, on rajoute un peu de fruits. En général, la recette classique pour les naturopathes, c'est 80 de légumes et 20 de fruits. Alors bon, quand on est puriste, on va mettre du citron, hein, on va pas mettre Ouais, de l'ananas, mais pour mais les pour un enfants, bon, ça va, enfant ils ont encore un foie en bonne santé. ouais, exactement, mais eux, ils vont quand même avoir une préférence pour les fruits un peu plus sucrés comme l'ananas, les pommes, des poires et cetera. Donc si on voit que ça coince un peu, on rajoute un peu de fruits. En fait, on les déshabitue petit à petit. Il faut pas chercher à les convaincre tout de suite de quelque chose. On se retrouve à mi-chemin. Ils ont quand même déjà bu, on va dire des épinards ou un peu de patates douces ou n'importe quoi en cru. Et ben, voilà, c'est déjà ça, on rajoute le fruit et puis petit à petit, on leur dit: «Ah bah, aujourd'hui j'en ai pas acheté, tiens, j'ai qu'une pomme, il me reste plus qu'une pomme» et puis, bah, en fait, ils le boivent parce qu'après leur palais s'habitue. Exactement, ouais, encore une fois, ça prend du temps, hein, comme les habitudes, hein. C'est ça. Alors, un moment hyper important de la journée, c'est le petit déjeuner. Oui, Je pense qu'on est bien loin maintenant des céréales hyper sucrées avec du lait de vache, des chocs à pic ou cornflakes. On est plus sur de la protéine et du lipide, non? Et aussi pour les enfants. oui, oui, tout à fait. En fait, le moment du petit déjeuner est crucial parce que, on déjeune déjà, donc on rompt un jeûne, qui est quand même un moment important, de repos, de régénération, de récupération à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau nerveux et cetera et donc rompre un jeûne avec quelque chose de trop sucré, c'est violent pour le corps. Ça le force à sécréter de l'insuline en grosse quantité et on constate quand même malheureusement, que, bah, le diabète progresse et que ça va être un gros problème sociétal à mon avis. Ça l'est déjà un peu, hein, mais ça explose et donc pour prévenir ça et pour ménager un peu le pancréas, l'idée c'est effectivement, de rester plutôt sur quelque chose de ce que c'est ce qu'on mangeait avant en fait, des vrais repas le matin. Donc ça peut être, des cracottes. Bon moi je suis plus anti-gluten, hein, pour faire simple, donc s'il y a du gluten, bon on en prend. Si on peut s'en passer, on prend des cracottes type pain des fleurs ou autre. Ça peut être des galettes de sarrasin, ça peut être des pancakes avec des farines intéressantes et là, il y a des astuces en fait, on va pas sortir la poêle tous les matins. On va faire du batch cooking, on va faire, je sais pas 30 ou 40 pancakes le week-end, on les congèle et on les sort, on les passe au grille-pain ou au four. C'est clair, Hem, hein, mais c'est génial même pour les moi je fais des banana bread et je fais la même chose. oui, C'est super pratique, hein. exactement, en fait, ce qu'il faut, c'est s'équiper. Ce qui est compliqué pour les parents souvent, c'est qu'ils se disent: «Mais j'ai un moule, bon, bah, le truc il est bouffé même pas en 2 jours, en un jour, c'est fini, faut que je recommence» et ben, l'astuce, c'est d'en acheter plusieurs. C'est d'avoir 4 moules que tu mets en même temps dans le four et clac, tu as ton tous tes petits déj pour la semaine, en fait.
Ouais, c'est pratique ça. C'est ça. Ou alors, Des j'ai des petites mamans qui astuces. achètent des trucs à pancakes là, que tu peux brancher, elles en achètent plusieurs. Donc voilà, elles sortent leurs 2 machines, elles font leurs, 20 pancakes en une demi heure et clac, au congèle. Ouais, c'est clair, ouais, ouais, tu investis ça, tu demandes ça à Noël à tes parents. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est très pratique. Donc oui, en tout cas, Donc oui, ça peut être des œufs, ça peut être, moi j'ai des enfants qui adorent, le saumon fumé, la truite, du tarama éventuellement, enfin des choses, bon après de qualité, hein, faut les prendre pas le heu, tarama rose, pas le premier coup, voilà, plein de colorants et cetera, avec des mauvaises huiles, mais il y a des choses très intéressantes et les enfants en fait, ils se posent beaucoup moins de questions que nous. ouais, c'est clair. Donc s'ils ont faim, ils mangent, ça c'est sûr. Ouais. Et toi, donc tu leur donnes principalement du poisson ou ça change, toute la semaine? Alors nous, bon chez nous, moi je suis végétarienne, donc j'en mange pas. Nous, c'est tartare d'algues, mais mes enfants de temps en temps me réclament quand même de la viande ou du poisson et quand ils en veulent, je leur en achète. D'accord. Après le matin, bon nous on est plus fruits et yaourts, végétaux, on aime beaucoup ça et dedans on rajoute, du pollen, parfois de la spiruline si on en a. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? Bah, après des fruits frais, hein. Les fruits, ça reste quand même, c'est vrai qu'on en mange plus l'été que l'hiver, soit sous cette forme-là dans une petite coupelle ou alors sous forme de smoothie, donc avec des boissons végétales, soit maison, soit achetées, et des fruits. Qu'est-ce qu'on mange d'autre? Après, ça peut être de l'omelette, ça peut être des pancakes, au sarrasin avec de la confiture sans sucre ajouté. En fait, on peut consommer des choses sans sucre. Il faut juste faire attention. Avant, quand il y avait pas de sucre, on mettait nécessairement des édulcorants de synthèse. Aujourd'hui, quand il y a pas de sucre, en fait, il y a juste pas de sucre. Il Voilà, y a c'est juste ça, des c'est se fruits. déshabituer du goût du sucre. Oui, exactement, on n'en a pas besoin et les fruits sont suffisamment sucrés. La raison pour laquelle les industriels, mettent du sucre, souvent, c'est que les fruits sont pas suffisamment mûrs et du coup, ils sont pas bons. Ouais. Donc, faut choisir des marques, qui choisissent des fruits, qui arrivent à maturité et qui du coup sont mais enfin franchement, aussi bons qu'une confiture classique, quoi. Non, puis comme tu dis, c'est vraiment de la prévention pour nos enfants. C'est vraiment ne pas les habituer à manger toujours des gâteaux des 4 heures, Oui, remplis de choses industrielles. exactement. Ouais. C'est un gros travail, mais en fin de compte, si tu t'y prends dès le début, le gamin, il va moins demander, j'imagine. Tu as tout compris. En fait, il faut être très, très strict dès le début et c'est super simple avec le premier. Le deuxième, c'est un peu moins simple parce que le premier, du coup, va à l'école, il est exposé à d'autres choses, il ramène des copains à la maison, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même garder cette ligne, directrice en disant: «Bah, en fait, j'ai pas» ou oui, leur dire: «Oui, oui, tu en auras, on fera, si tu as goûté le Nutella, bon, bah, tu auras du Nutella, mais pas aujourd'hui, un autre jour». Donc pas interdire, mais en même temps ne pas en avoir, en fait. Parce Ouais. que quand on en a, on en mange et il y a plein de parents qui me contactent en me disant: «Mais je sais pas comment faire, ils sont là avec leurs céréales hyper sucrées le matin». Je dis: «Mais en fait, il faut plus en acheter». Oui, déjà, c'est À ça. un moment donné, c'est pas leur dire comme ça: «Je ne t'en achèterai plus jamais», évidemment, ça va créer des blocages et des disputes, mais dire: «Ah bah, il y en avait plus, donc je t'ai pris ça, est-ce que ça te plaît?» Et passer par exemple, une bonne transition pour ça, c'est passer sur le porridge, surtout l'hiver, c'est hyper simple. Ouais. Et ce que les enfants adorent, c'est composer eux-mêmes, donc leur mettre des petits bols, des petites coupelles avec, des pépites de chocolat, des noix, des noisettes, des fruits secs et cetera. Ils composent leurs propres trucs et ils sont juste trop contents. Et tu peux mettre d'ailleurs des flocons de sarrasin. Voilà, exactement, ou de l'avoine sans gluten ou d'autres choses, il y a plein de porridge différents maintenant, c'est Et de la banane qui va sucrer. Voilà, mais ce genre oui, de ouais. exactement, un peu de sirop d'érable éventuellement ou Oui, c'est ça, ouais, ouais. c'est pas compliqué, hein. Non, finalement, c'est un apprentissage, mais si tu t'y prends tôt, ça devrait le faire. Quand je pense, moi, à tous mes goûters, mais mon Dieu, c'était du Fanta avec des BN, des trucs. Mais même là, maintenant, ça me dégoûte parce que je suis complètement déshabituée du sucre. J'en mange jamais, pratiquement. Et du coup, j'ai plus du tout cette envie. Tu vois, moi, je sais pas, à la limite, un banana bread, pour moi, c'est mon truc sucré. Tu vois, alors qu'il y a même pas de sucre, c'est juste de la banane. Enfin, c'est une autre forme de glucide, quoi. Exactement et le corps, ce qui est drôle, c'est que enfin drôle, le sucre, industriel raffiné. Donc il contient plus rien en fait d'intéressant. Le sucre blanc, il est juste acidifiant pour l'organisme. Il est pas acide, mais il va acidifier parce qu'il va aller puiser les minéraux pour compenser. Donc il te déminéralise, il est vraiment très c'est pour ça qu'on a des caries après. Il est vraiment, très, très néfaste. Mais il y a des sucres plus intéressants qui sont plus complets avec des minéraux, voilà, qu'on peut prendre de temps en temps. Mais le problème du sucre comme ça isolé, en fait, c'est qu'il est addictif. Alors que quand il est présenté sous forme totale, avec un fruit, dans son entièreté, dans son totum, en fait, comme on dit en phyto, pour une plante, il va avoir les fibres pour ralentir justement L'absorption l'arrivée du du sucre sucre. dans le sang, de l'eau aussi pour répartir, les minéraux pour compenser, l'éventuelle acidification. Donc c'est quand même,
incomparable en fait. Il y a sucre et sucre. Et c'est un peu comme pour les boissons végétales, c'est un peu comme pour le lait, c'est un peu comme pour les huiles essentielles. C'est des mondes en fait. Hmm. Et on peut pas passer d'un extrême à l'autre, mais il faut explorer ce monde et aller sur le chemin de la découverte et se dire bon bah tiens, j'ai testé ce sucre-là, comment est-ce que mon enfant réagit? Il y a des tests hyper simples à faire en fait, comme leur donner du sucre ou ne pas leur en donner le soir par exemple et voir comment ils réagissent, comment est-ce qu'ils se couchent, comment se passe le sommeil, est-ce qu'il y a des réveils la nuit, etc. Ça, après il y a, moi j'ai fait ça avec les miens, hein, leur donner par exemple, dire: «Bah, tu veux un truc sucré, une part de gâteau?» Bon, moi c'est plutôt des gâteaux maison, mais «Tu veux une part de gâteau? OK, mais tu vas manger des dattes avant». Tu as mangé Et quoi, donc le pardon? gamin il va des dattes. Hmm. Donc je leur proposais des dattes, donc ils mangeaient, bah, en fait c'est bon les dattes, hein, si tu en prends des bonnes qualités, donc ils en mangeaient 2, 3. Et après tu leur proposes du gâteau, ils font: «Ah non en fait ça va, je suis calé». Et du coup tu évites, tu repousses, voilà l'ingestion de certains aliments que tu n'as pas besoin de leur donner en fait. Ils n'ont pas besoin de manger de gâteau, donc Ouais, ouais, ouais. tu peux les leurrer comme ça, les amener en douceur vers des changements ou des alternatives, qu'ils vont garder comme réflexe plus tard aussi, je pense. Et puis tu peux faire aussi des granolas maison, beaucoup moins sucrés. Bah oui, exactement. Ça prend 2 secondes à faire en plus, hein. Il me semble que c'est pas long du tout, hein. C'est la cuisson qui est longue, c'est tout. C'est ça. Bah, souvent, en fait, c'est un problème d'équipement, c'est un problème de, je pense que le batch cooking, c'est quand même la solution pour pas mal de gens parce que tu consacres 2 heures ou 3 heures à tout ce dont tu as besoin dans la semaine et du coup, tu as plus à y penser. Tu te libères du temps et de la charge mentale. Ouais, exactement. Tu fais ça le dimanche, hop, 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 tu te mets une petite série sur Netflix à côté ou un morceau Mais de oui, musique ou mon podcast exactement. et hop, tu cuisines tout. Moi, je fais ça, enfin avec mon chéri aussi, qui me coupe beaucoup de légumes d'ailleurs, et il se met une petite série et hop, c'est fait quoi pour plusieurs jours, c'est pas mal. Exactement. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux enfants qui sont soit constipés ou le contraire avec la diarrhée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? D'ailleurs, tu dis, hein, il me semble que c'est utile de faire manger beaucoup de fruits à des enfants qui ne boivent pas assez. Ça contient beaucoup d'eau, donc c'est très pratique. Oui, alors pour la digestion, s'il y a de la constipation ou qu'il y a de la diarrhée ou une alternance aussi, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle la diarrhée réactionnelle, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte, hein, va se mettre en diarrhée après une période assez longue de constipation, donc le corps va chercher à éliminer naturellement. Alors, en naturopathie, on n'est pas dans du symptomatique, c'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher à juste résoudre ce problème-là, mais on va aller remonter à la cause, donc on fait du causalisme, pour aller chercher qu'est-ce qui a déclenché cette constipation, qu'est-ce qui fait qu'elle est installée? Et pareil, si l'enfant est en diarrhée, comment est-ce qu'on peut l'aider à stabiliser ça, par l'alimentation ou après ça peut aussi être des blocages énergétiques ou émotionnels. Un enfant qui se retient parce qu'il va à l'école et qu'à l'école, il y a pas de porte, dans les toilettes ou parce qu'il trouve ça sale et cetera. Bon, c'est que à la maternelle, non? C'est qu'à la maternelle, mais c'est assez choquant parce que c'est quand même un âge, où certes, ils ont pas trop de pudeur, ils sont plutôt à l'aise avec leur corps, mais on leur apprend en fait que ce moment-là, c'est pas un moment intime alors que ça l'est. Il y a pas de raison qu'ils aient pas droit eux aussi à ça. Alors c'est pour des raisons de sécurité, mais je pense qu'il y a moyen d'inventer aujourd'hui, quand même au XXIe siècle, des solutions qui conviennent à tout le monde, qui sécurisent à la fois l'adulte et surtout qui rassurent l'enfant quand il est, en fait, il fait à ce moment-là ce qui est le plus important pour lui dans la journée. Parce que si on se trimballe nos déchets, sur plusieurs jours, bah, on peut pas bien fonctionner en fait, ni physiquement, ni mentalement. Ça vient vraiment polluer. Hmm. Ouais. Donc les aider, donc les inciter à aller aux toilettes, leur mettre un marchepied ou leur mettre un pot physiologique, du coup incliné pour être dans la bonne position pour déféquer parce que sinon ils forcent. Donc quand il y a de la constipation, s'ils forcent, bah, il peut y avoir des fissures anales, il peut y avoir des hémorroïdes, il peut y avoir, mais je vois ça chez des très jeunes enfants, je suis presque choquée en fait. Ah oui. Et il y a plein de choses donc mécaniques à faire au niveau de la position, mais aussi après au niveau de l'alimentation, il suffit pas juste de rajouter des fibres, il faut déjà veiller à une bonne hydratation. Oui, parce que Hem c'est ça, les enfants, ils se rendent pas compte qu'ils se déshydratent. Non, ils s'en rendent pas compte du tout, effectivement, ils sont pas du tout connectés à ça et ils ont souvent pas accès. C'est-à-dire que quand ils sont en classe, ils peuvent pas boire, ils ont pas leur gourde sur la table comme nous on peut a nous au travail, on a droit à notre mug ou à notre, thermos et cetera et eux non. Donc ils sont privés, de pour moi, de droits fondamentaux et il y a Ils ont pas le vraiment, droit de prendre une petite gourde pour boire? ben, moi, j'ai pas entendu alors peut-être, hein, que certaines profs, certains profs l'acceptent, mais il y a aussi des moments où ils proposent quand même, ça dépend des écoles. Mais c'est pas en accès libre et c'est pas n'importe quand et c'est pas n'importe comment, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, Heu, effectivement, c'est un apprentissage, c'est boire régulièrement. Donc, si le gamin, pendant oui, 8 heures ou 4 heures, il boit pas, bon, oui, l'apprentissage, il va être plus lent. exactement. Moi, ce que j'entends, c'est que les gourdes, en fait, souvent, c'est pour le 4 heures, enfin, c'est quand ils vont au périscolaire. Hmm.
Mais que sinon, c'est à la cantine et il y a même pas 10 heures et puis après, bah, à 4 heures, en général, ils font que manger. Donc c'est pas, ouais, c'est pas un mince problème, en fait et puis qu'en plus, ils ont pas envie d'aller aux toilettes quand ils sont à l'école. Donc de toute façon, ils évitent. Ils se retiennent, les petites filles, elles se retiennent, elles se retrouvent avec des infections urinaires. Bon, là, je dépeins un tableau un peu noir, mais Non, je mais c'est trouve quand que même une vérité. oui, c'est quand même assez grave de retrouver ça chez des enfants, quoi. C'est pas normal non plus d'être en constipation, chronique, quand on a 3 ans alors que, on a accès à une alimentation quand même très variée et que les cantines, elles peuvent tout à fait, proposer des menus intéressants. C'est qu'il y a trop de féculents, il y a trop de sucre, souvent trop de protéines. C'est-à-dire que les parents, comme ils savent pas trop si l'enfant a mangé le midi, en rajoutent le soir, sauf que des fois, en fait, ils mangent aussi le midi, donc du coup, ça fait trop. Donc tu recommanderais pas forcément de la protéine le soir? Si l'enfant, il en a mangé le midi, non. Et s'il a une lunchbox avec, ça le midi, non. Dans ce cas-là, il en mange qu'une fois par jour, en fait. Ouais, bah oui, bah comme, enfin, comme moi, je sais que personnellement, je fais ça, le soir, je mange pas de protéines, donc Oui, d'accord. voilà, soit le midi, soit le soir, au choix, mais et s'il y a pas ou si c'est une lunchbox maison et qu'il y a pas de protéines parce qu'on peut pas bien le conserver et cetera, on met plutôt des végétaux et ben, dans ce cas-là, on le fait le soir. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, c'est intéressant. Et alors par rapport au goûter, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors le goûter, moi, pendant très, très, très longtemps, ça a été fruits, hein. Fruits secs, fruits frais et puis un peu d'oléagineux et puis après, quand ils grandissent, ils veulent un peu plus de gâteaux parce que les copains, ils en mangent, donc là, c'est gâteau maison, mais il y a toujours un fruit. Ah, moi, je fais des tartines beurre Nutella. Ouais! Oh là là, my God. Quelle évolution! Ouais, ouais, c'est clair. Bon, c'est pas grave, j'ai connu les 2 du coup. Oui, oui, exactement. Ah, c'est impressionnant. Ouais, bon, bah, c'est super. En plus, c'est hyper simple, tu rien à préparer, Mais hop, non, t'emmènes exactement. Ou tu les achètes sur le chemin et puis voilà. exactement. Alors, quand on parle de caries, de sucre, et cetera, on parle de la santé buccale. Quel dentifrice tu recommanderais pour les enfants? Parce qu'il est vrai que le fluor est dangereux. Et en plus de ça, à quel âge on commence à leur brosser les dents d'ailleurs? Moi, je sais pas. Alors dès qu'ils ont des dents, en fait, faut les habituer à ce qu'ils prennent soin de leurs dents. Donc il y a des petites brossettes, il y a des toutes petites brosses à dents hyper intéressantes pour les petits. Il faut que ce soit un moment le plus ludique possible. On peut se servir d'un sablier aussi pour, du coup, voilà, quand même installer un certain temps de brossage parce que sinon ça peut aller très, très vite avec les enfants. C'est fait! Hem, voilà, c'est bon, tchac tchac. Et donc il y a tout ce côté rituel, je pense qu'il faut l'instaurer le plus vite possible pour que l'enfant prenne l'habitude et il faut lui montrer aussi. Donc en le faisant, moi je me brosse souvent les dents en même temps qu'eux, je dis: «Ah regarde, je vais au fond, regarde, je vais sur le côté» et cetera. Parce que c'est en nous voyant faire en fait qu'ils intègrent, les à la fois les gestes et puis, la régularité, le fait que voilà, on prend soin de nous, Et c'est une fois heu par jour pour les enfants? Les jeunes enfants? alors, idéalement, 2 fois par jour, donc après le petit déj et le soir, mais et des fois, il y en a qui en emmènent quand même, j'en ai vu à la crèche ou à la maternelle, ils ont le droit d'en emmener. Pourquoi pas? En fait, dès qu'ils peuvent, parce qu'on se brosse rarement trop les dents et effectivement, la question du dentifrice se pose. Alors elle se pose, moi je suis pas une extrémiste, donc je ne vais pas dire que je suis contre tous les dentifrices au fluor, mais je suis contre les dentifrices au fluor pour les tout petits qui avalent leur dentifrice. Parce Mmh, qu'en fait, il est étudié pour s'occuper des dents, en fait, ce dentifrice, mais pas pour être ingéré. bien Donc les sûr. quantités sont bien trop grandes et il y a tellement de belles marques maintenant qui font des dentifrices intéressants pour les enfants sans fluor et je pense que jusqu'à ce qu'ils soient capables de recracher, il faut vraiment rester là-dessus. Et de toute façon, il me semble quand on prend n'importe quel dentifrice, à la base, c'est la taille d'un petit pois qu'on doit mettre sur la brosse. Oui. Oui, 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 de toute façon, dentifrice ou pas dentifrice, c'est surtout le brossage qui compte. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ils préfèrent quand c'est un petit goût de myrtille ou s'il y a un peu de mousse ou si machin, bon et puis nous, on a l'habitude, donc nous aussi, c'est difficile de défaire des habitudes, Ouais, voilà, de plusieurs décennies, mais effectivement, on peut réduire la quantité et puis choisir, un dentifrice de qualité. ouais. Et tu conseilles aussi de leur proposer de passer un fil dentaire au moins une fois par jour pour prévenir les caries. Et tu conseilles même un bain de bouche avec l'huile de coco. Et ça, c'est l'Ayurveda et j'adore. Oui, alors, je vois que tu as bien étudié le livre, hein, Ah bah c'est oui, tout à fait, studieuse la Léna. mais en fait, c'est un témoignage personnel. Mon grand a eu des caries interdentaires, donc il faut savoir que je suis d'origine danoise et qu'au Danemark, la santé bucco-dentaire, elle est quand même hyper importante. Donc on va régulièrement chez le dentiste et on prend vraiment soin de nos dents, c'est culturel et donc moi, je passais, vraiment la brosse à dents, j'ai arrêté de le faire sur mon grand qui a 10 ans maintenant, mais mon petit qui a 7 ans, je continue en fait. C'est primordial chez nous et donc je le faisais vraiment bien, je m'appliquais, je prenais le temps et cetera et on s'est retrouvés avec des caries interdentaires. J'ai dit: «C'est pas possible» et la dentiste, elle m'a dit: «Oui, mais les petites dents là, dans la petite bouche où il y a pas beaucoup de place, elles sont hyper serrées et en fait, il faut vraiment passer le fil». Donc nous, on le faisait adultes, mais pas sur les enfants. J'ai découvert ces petits pics super qu'on peut passer du coup avec un fil tendu
entre les 2 extrémités, entre les dents et du coup, ils peuvent même le faire eux-mêmes C'est des et c'est espèces de brosses, incroyable. c'est ça? C'est pas des brosses, c'est des petits fils tendus Ah, je connais sur pas des ça. pics en arc, Faudra que tu m'envoies une et photo, ça m'intéresserait parce que moi le fil dentaire mmh ça m'emmerde, c'est un peu chiant à mettre alors que là si tu un petit truc à enfoncer facilement, ça oui, m'intéresse. ouais, c'est super pratique. OK, pas de problème et effectivement, ça peut vraiment sauver parce que c'est vrai que les caries après, bah, c'est quand même un passage pas très agréable chez le Bah oui. dentiste, c'est intrusif, tout ce qui est buccal est intrusif pour l'enfant donc voilà, c'est des Ouais et petites ça astuces marche de bien, ouais. prévention, mais qui voilà, qui évitent des soucis par la suite. Ouais super, c'est intéressant parce que plutôt qu'un fil dentaire où l'adulte et l'enfant, vont galérer un petit peu, là si c'est juste une petite brossette à passer, c'est quand même plus simple, hein. Il peut le faire tout Exactement. seul, ouais. Il y a un point intéressant dans ton livre, c'est qu'en général, on protège nos enfants un petit peu trop, c'est-à-dire qu'on va faire des choses à leur place pour les protéger, comme par exemple éviter qu'ils portent des sacs un peu lourds, on va leur dire bon bah va regarder la télé, moi je vais faire du jardinage, ou on va aller marcher plusieurs kilomètres alors qu'en réalité, eux ils pourraient le faire avec nous, et c'est surtout très bon pour leur ossature et leur santé. Ah mais ils ont complètement besoin de ça pour se développer. Leur ossature sera d'autant elle va être renforcée et beaucoup plus forte s'ils s'en servent, en fait et si les muscles qui sont dessus, qui sont greffés dessus, qui reposent dessus, sont lourds. Donc il Mmh. faut absolument qu'ils développent à la fois la musculature et du coup leur ossature parce que quand ils tomberont, puisque ça arrive quand même assez fréquemment, bah, il y aura moins de risques de se casser quelque chose, en fait. Ouais et en plus de ça va développer leur indépendance. Et puis après, ils seront beaucoup plus autonomes, ils pourront faire beaucoup plus de sortes de sports différents, enfin, c'est un bonheur pour eux et puis c'est une satisfaction personnelle que d'être bien dans son corps et de savoir s'en servir, Mmh. Ils sont tous curieux d'essayer différentes choses, mais perdent assez vite confiance en eux si, ils ne se sont pas exercés et il y a qu'en s'entraînant qu'on devient bon, hein, donc il y a pas de secret, il faut y aller. Moralité, laissez-les porter les courses. Oui, absolument. Puis il faut qu'ils participent aussi parce que, un jour, ils seront eux-mêmes, responsables de leur propre quotidien et donc qu'ils se rendent compte petit à petit sans les exploiter non plus, mais leur donner en plus, souvent, quand ils sont tout petits, ils ont envie, en fait et quand on les coupe dans cet élan-là et ben, après on les coupe pour toujours, enfin pour longtemps et c'est dommage. C'est dommage de pas Ouais. surfer un peu dessus Ouais, et ouais, je vois ce que tu veux dire. il Ouais. y a une phrase de Maria Montessori que j'aime beaucoup et qui m'est vraiment restée depuis qu'ils sont tout petits, c'est, «Toute aide inutile est une entrave au développement». Mmh. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire à la place de l'enfant, s'enlacer parce qu'il faut aller plus vite, lui soulever un truc, aller le chercher pour lui et cetera, et ben, ça l'empêchera de chercher des solutions par lui-même et c'est dommage parce qu'on gagne 2 minutes, par jour en faisant des trucs pour eux, mais on se fatigue quand même aussi et puis on les rend dépendants. Ouais. Ouais, 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 Heu complètement. Ouais, c'est hyper intéressant ça. C'est bon à noter. Je vais le réécouter dans quelques années quand quand j'aurai des gamins. Alors quand on a passé une bonne journée avec les enfants bien excités et qu'ils veulent pas, par conséquent s'endormir, qui sont là à sauter sur le lit, quelles astuces tu connais pour les apaiser et les calmer? Alors il y en a plein, Ça se termine il y a souvent à l'engueulade, hein, quand même. «Au lit!» ouais, c'est le moment très, très difficile là, le soir, après l'école et cetera. Il y a plein d'astuces différentes, on va pas toutes les appliquer à chaque fois, hein. C'est vraiment chaque parent choisit en fonction de et moi je pratique la naturopathie comme ça, c'est-à-dire qu'on trouve ensemble avec chaque personne qui vient en consultation les solutions qui lui correspondent, mais Bien sûr. parmi un panel énorme évidemment. Donc il y a, l'hydrothérapie, il y a les bains chauds en fait, ça apaise direct. Ça fait redescendre aussi l'énergie dans le corps puisque souvent ils ont, voilà, dans leur tête, ils sont excités par l'école et cetera. Donc après Grâce manger, par exemple, hop, à la douche et au lit, c'est ça? Oui, une douche chaude ou un bain chaud, ça peut être la bouillotte pour apaiser aussi, ça peut être une musique apaisante, ça peut être, changer les ampoules, la lumière, ça c'est super important. Si vous avez des LED, à lumière blanche et que l'enfant, voilà, il carbure à ça toute la soirée, bah, forcément il va être super éveillé. En fait, il faut tamiser. Ouais, tu lui mets une petite bougie aussi, peut-être pour faire un moment Ouais. sacré, et rituel, raconter des histoires avec la petite bougie. Exactement, exactement. Les histoires, c'est pareil, donc trouver des histoires qui vont pas l'effrayer ou l'exciter, garder ça pour le matin, le samedi ou dimanche matin quand ils viennent traîner un peu dans le lit, lire ces histoires à ce moment-là, mais plutôt des histoires apaisantes le soir. Diffuser un peu d'huile essentielle ou leur en appliquer sur la peau. Comme Hem, quoi, par exemple, quelles huiles essentielles peuvent être, utiles? alors la lavande fine, elle est vraiment super. Ouais. Il peut y avoir le petit grain bigarade, tout ce qui est agrumes, ça marche très, très bien aussi en diffusion, donc l'orange douce, le petit grain, le citron éventuellement pour purifier aussi s'il y a un peu Et dans de sa boulot chambre sur la ou maison. plutôt dans le salon pour pas qu'il respire toute la soirée, les A huiles alors essentielles? partout en fait, on le diffuse un peu, on le laisse respirer un peu et puis après on aère avant de le coucher. D'accord, voilà, ouais. Voilà.
ça marche très bien, comme ça et si on n'a pas le temps, une petite astuce aussi, c'est de sortir le flacon et de lui faire sentir, en fait, Ouais, c'est tout sans simplement, ouais. diffuser, mais tout Mmh. simplement. Je conseille pas de mettre sur un mouchoir et de le mettre dans le lit parce que là, pour le coup, ça fait beaucoup d'huile essentielle, je trouve. Donc ni sur sa peau, sur son petit poignet? Alors on peut mettre une petite goutte, si, de temps en temps, on va pas le faire tous les soirs, Mmh. mais on peut en mettre de temps en temps, si et surtout si on fait un massage, en fait. Ça, c'est Ouais, une autre astuce, ça marche très, très bien de les détendre par un petit massage des pieds ou le dos et puis de leur parler en même temps. Ça tu les fait se m'étonnes. recentrer, en fait, sur, le moment de détente et passer sur le système nerveux parasympathique donc de voilà, décrocher un peu de l'autre, le sympathique qui est tout le temps en action. On le connaît bien le sympathique, il est moins sympa d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, il porte mal son nom. Ouais, c'est ça exactement, un nom à la con. Bah, justement, parlons de la lumière bleue. Alors comment on peut s'en protéger? Combien d'heures les enfants peuvent jouer avec leur console ou regarder la télé? Et à partir de quel âge? Ouh là, alors là, c'est une question pour des spécialistes, hein. Toi, qu'est-ce que Bon, tu conseilles à ce moment-là? oui, bah, le moins possible et le moins tard possible. C'est-à-dire que quand on rentre trop tard le soir, c'est pas possible. Enfin, moi, je sais que chez moi, passé 19:00, il y a rien. C'est voilà, c'est fini. Après, ça peut être bon, déjà, il y a des filtres qu'on peut installer sur les écrans. Donc ça, je conseille évidemment de faire ça. C'est quand même quelque chose d'assez simple, sous forme d'appli. Ouais. Et puis les habituer aussi aux saisons. Donc dire que l'été, bah, comme il y a plus de lumière dehors, on tolère mieux les écrans que l'hiver où on est dans le noir Mmh. et où du coup, voilà, c'est assez violent en fait pour le métabolisme. Et puis leur expliquer, leur dire: «Mais en fait, cette lumière-là, elle t'empêche de dormir». C'est-à-dire elle bloque la sécrétion de mélatonine et du coup, ton corps, il aura pas c'est pas toi, hein, c'est pas toi qui es défaillant, c'est juste que chimiquement, ton corps, il ne pourra pas faire ce qu'il faut pour que tu puisses dormir après. Donc tu vas être énervé, tu vas être fatigué, ça va être le cercle vicieux. Mmh. Et donc trouver des moments, ça peut être le mercredi après-midi ou le samedi, dimanche dans la journée, où là, par contre, c'est autorisé. Ouais, ouais, Mais complètement. c'est pas à disposition et c'est pas n'importe quand et on s'endort pas avec. J'ai eu des histoires d'enfants qui s'endorment avec leur iPad. Non, mais ça, c'est pas possible. Il Mmh. faut le dire. Ouais, ouais, non, c'est un peu tôt. Après, bien sûr, on fait ce qu'on peut, hein, quand tu es maman célibataire et que tu es en train de faire la vaisselle et les gamins sont en train de crier partout. Bon, bah, des fois, tu fais ce que tu peux, mais voilà, le moins possible, c'est le mieux. Et il y a des podcasts quand même. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a accès à ça. Avant, il y avait la radio. Après, il y a eu un peu de télé, à Ouais. dose, tout à fait acceptable. Maintenant, je crois que les écrans, il faut quand même chercher des alternatives. Il y a la musique aussi. Il y a des parents qui mettent, certaines musiques le soir, qui sont super intéressantes. Et puis il y a les bouquins. Il y a aussi d'autres activités. Il y a le dessin. Moi, je sais que les miens sont très dessins. Qu'on peut instaurer, qui sont pas forcément plus compliqués. Alors si, il faut les instaurer. C'est sûr que ça prend toujours un petit temps au début pour le démarrage, mais une fois que c'est en place, après ça roule. C'est pas tellement plus simple de mettre la télé, en fait. C'est pas Mmh. forcément plus simple. Ouais. Ouais, ouais. C'est encore une fois, c'est une habitude, hein. C'est ça, exactement. Alors on peut pas être, à la fois en train de faire le batch cooking, en train d'installer une nouvelle habitude, en train de diffuser les huiles essentielles et cetera. Il faut choisir, ses batailles, clairement. Mais on peut aussi se dire, par exemple, là, on arrive en 2021 et donc début de l'année avec, des bonnes résolutions, se dire: «Bah, je vais changer un truc par mois». Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, ce mois-ci, je vais juste mettre un peu d'huile essentielle et le reste, je laisse. Les pizzas surgelées, je les laisse, les machins, je laisse Mmh. et puis le mois d'après, voilà et ça, c'est des objectifs atteignables et du coup, comme on se donne le mois, moi j'aime bien ça, ça laisse le temps aussi pour l'habitude, bah, de s'installer et quand on passe à une deuxième, bah, en fait, on se pose même plus la question de la première. Faut pas fonctionner dans la mauvaise conscience, c'est-à-dire à la suite de cette Non. écoute de podcast: «Merde, moi j'ai donné, du sucre à mon gamin à partir de 1 an». Bah, n'ayez pas mauvaise conscience parce que comme tu dis, si tu recrées des nouvelles habitudes, l'enfant au Oui, fur et à mesure, il va se réhabituer à d'autres choses. Donc le travail, il peut continuer, il peut se faire, hein, même à 10 ans, on s'en fiche, quoi. exactement. Ouais, Oui. ouais. Tu conseilles la bouillotte, hein, pour aider à la digestion? Alors quand il y a des douleurs, quand il y a des spasmes, quand il y a des coliques, quand il y a une tension, parce qu'en fait la digestion, elle est à la fois, physique, mais elle est aussi émotionnelle. Enfin, c'est en tout cas un lieu qui concentre beaucoup d'émotions. On le voit quand on fait de l'acupuncture ou quand on fait des massages chinois, des viscères, par exemple. Ouais. On se rend compte que même à jeun ou même, pendant un jeûne, il y a des tensions incroyables et donc elles sont absolument pas digestives. Elles sont, d'un tout autre ordre. Alors moi, je travaille pas en énergétique, mais je travaille avec des gens qui, eux, travaillent en énergétique et je trouve que c'est un travail, complémentaire. Moi, je suis dans une médecine, on va dire alternative, non conventionnelle, douce, voilà, le nom officiel, c'est non conventionnel, mais j'aime beaucoup, travailler en réseau, puis avec d'autres types de médecine. C'est important, je pense qu'on se complète vraiment bien et Bien j'aurais sûr. jamais la prétention de détenir la solution pour tous les parents ou pour tous les enfants. Je pense que on se complète. Il faut aller voir différents thérapeutes
et pas par défaut ou en se disant: «Ah bah non, ça a pas complètement marché avec lui, donc je vais en essayer un autre». Ne pas mettre tous les paniers dans le même les œufs dans le même panier, pardon, et et se dire qu'en fait, chaque chose a son importance. Mmh. Ouais, ouais, bien sûr. Donc oui, la digestion, elle est multiple, elle est complexe, c'est du cas par cas, encore une fois, sur un enfant qui va être très dans l'émotionnel et qui va garder pour lui avec un tempérament très introverti, ça peut se manifester à ce niveau-là et pour un petit enfant sanguin qui va être très dans le physique, et cetera, bah, il aura peut-être, s'il a mal au ventre, c'est qu'il a vraiment une indigestion, en fait, mais pas du tout, quelque chose d'ordre, plus subtil. Donc en gros, si on veut l'aider, bon, en fonction évidemment de la personnalité de l'enfant, ça peut être par des massages, ça peut être par de la communication, ça peut être par de la bouillotte, ça peut être par une autre alimentation. Voilà, faut trouver en fait ce qui lui va. Oui et l'intérêt de consulter en naturopathie pour les petits, enfin pour les grands aussi, mais c'est d'apprendre à mieux se connaître en fait. Quel est notre tempérament? Comment est-ce qu'on fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et qu'est-ce qu'on fait déjà qui va bien et qu'on peut continuer à faire? Et du coup, on perd moins de temps parce qu'on sait directement en fait ce qu'il faut faire et surtout, bah, quand il y a un truc à la mode et que tout le monde vous dit de le faire, bah, si ça vous correspond pas, c'est pas la peine d'essayer en fait. Ouais, complètement. C'est aller à contre-courant et se forcer et ça c'est rarement, productif, enfin Ouais. positif. Au niveau des bains chaque jour, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que moi, je trouve que Non. personnellement, on se douche beaucoup trop, quoi. Et même les enfants, hein, le bain tous les soirs, c'est pas forcément une bonne idée, on est d'accord? Ah non, c'est pas du tout une bonne idée, pour plein de raisons. Effectivement, pour la qualité de l'eau, donc il faudrait en fait avoir un filtre chez soi ou faudrait demander, exiger, au gouvernement, enfin à nos instances publiques d'équiper les comment ça s'appelle? Les centrales d'épuration de l'eau, enfin les Oui, stations voilà, ouais. d'épuration, de filtres, pour qu'on n'ait pas tous à les acheter non plus parce que c'est un peu, dommage quoi. Oui, ça devrait être effectivement partout. Ah oui, pris en charge pour qu'on ait tous une qualité, d'eau irréprochable. Parce que la peau absorbe, ça on le sait. Donc quand un enfant est déshydraté, on va le mettre dans l'eau en fait pour qu'il absorbe un peu d'eau et donc quand il prend son bain, c'est souvent les bains chez les enfants, il va absorber ce qu'il y a dans l'eau. Donc déjà la qualité de l'eau me pose problème pour la fréquence et puis, après c'est quand même de l'eau, bon gâchée, bon après ça c'est des tout petits bains, c'est pas très grave, mais c'est aussi quand même dans l'éducation de l'enfant, lui dire que, bah, c'est de l'eau potable et qu'on s'en sert pas franchement pour quelque chose de très utile et qu'on la jette. Donc Ouais. il y a ça aussi. Et puis ça en fait, ça endommage quand même la peau parce que malheureusement, souvent les parents utilisent des savons ou des gels douche qui sont très décrassants, très décapants et du coup, ils préparent le terrain pour, bah, une peau, qui a besoin d'être hydratée par la suite et cetera. Les enfants qu'on douche peu, bah, on les hydrate peu aussi. Ils Mmh. sont hydratés de l'intérieur par l'alimentation et ils ont une peau, mais magnifique et ils ont jamais besoin de mettre de crème de jour, de crème pour la peau, de crème, pour les pieds, de machin. Donc et quelle différence y a-t-il entre eux et nous? Bah, c'est qu'eux, en général, se lavent un peu moins. Enfin avant en fait, avant. Mais Ouais. maintenant, c'est vrai que les parents, ont une tendance à le faire, de manière systématique, mais avant c'était beaucoup moins souvent. C'est clair, bien sûr. Et Ouais, ou ils se lavaient les aisselles, quoi, c'est ce genre de choses. oui, voilà, je me souviens, mes grands-parents, ils avaient effectivement, bah, le gant, en fait, le gant de toilette, pour les aisselles et les parties intimes et puis, bah, la douche, c'était une fois par semaine. Mais en plus de ça, Et ils se lavaient différemment, mais donc moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'ils brossaient, tu sais, les grosses brosses aussi pour se laver le dos, et cetera. Nous, on a mmh, tendance à passer un petit coup de main et ça y est, c'est réglé, alors que c'était à la brosse. c'est vrai, quand ils le faisaient sérieusement. Voilà, exactement, ouais. Alors, autre chose que j'aimerais rajouter, c'est par rapport aux saisons, c'est-à-dire que, l'été, quand les enfants sont dehors, qu'ils se salissent au bac à sable, qu'ils jouent dans la terre, qu'ils font du vélo avec des shorts et qu'ils se salissent les jambes et cetera ou les mains, ça se justifie plus de les rincer pour qu'ils se couchent pas et qu'ils salissent pas les draps et cetera. Mais l'hiver, où parfois certains enfants dans les villes, ne sortent pas, en fait, ils vont, à pied à l'école, ils reviennent à pied, mais ils vont pas au parc parce qu'ils sont fermés à 5 heures. Voilà, ça ne se justifie absolument pas de laver tout le corps tous les jours et Mmh. encore moins les cheveux. Nous, si on a les cheveux gras, c'est bien parce qu'on les lave trop souvent, donc les enfants, ils peuvent rester des semaines. Alors j'exagère, hein, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, mais vous pouvez faire le test sans avoir les cheveux gras. Ouais, 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 bien sûr, ils sont plus purs. C'est ça, Ouais, exactement. donc pas besoin tous les soirs, surtout en hiver. Non, 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 non. Les mains, les parties intimes, éventuellement les pieds s'ils sortent, pieds nus et cetera, oui. Moi, je sais que j'ai beaucoup lavé les pieds de mes garçons, enfin je continue, hein, l'été, ils se couchent pas sans avoir les pieds propres. Ouais. Mais c'est pas la peine de passer tout le corps et puis de passer une demi heure dans la salle de bain pour ça, alors que, eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer et cetera.
Bon, après, il y a des enfants qui adorent être dans le bain, donc oui, évidemment qu'il en faut aussi, mais pas une fois par jour, non. Ouais. Mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver, Nadia? Alors, depuis la nouvelle configuration internationale, je suis depuis les confinements que nous avons vécus, je suis en ligne, donc je fais toutes mes consultations par Zoom et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, bah, j'ai vraiment des gens de partout, de La Réunion, d'autres pays francophones comme la Belgique, j'en ai même eu d'Angleterre, enfin, donc ça a complètement changé ma façon de travailler, mais voilà, en ligne et puis après je donne des cours aussi dans des écoles de naturopathie, je fais des conférences. J'ai écrit un livre et je signe pour un deuxième livre que je suis très, très heureuse, bah, de pouvoir bientôt partager avec vous. Donc voilà. Et puis, ton premier livre aussi que je conseille, hein, pour, Les enfants sont en bonne santé toute l'année. Oui, exactement. Là, je reprends vraiment à la fois ce que j'ai appris à l'école il y a une dizaine d'années et mon expérience, bah, au cabinet avec tous les retours que j'ai eus de parents et avec mes 2 enfants, saison par saison, petite, maladie par petite maladie et puis surtout, toute la première partie, elle est sur, la prévention, la posture du parent, comment déstresser, comment ne pas entraver les processus naturels du corps. Parce que plus on le laisse faire, plus on respecte le programme qui est déjà là, en fait, mieux l'enfant se porte et donc moins l'idée finale quand même, c'est d'avoir le moins d'emmerdes possible, hein, qu'on se On finit en beauté avec cette phrase de sagesse. Eh ben, merci beaucoup, Nadia. Merci à toi pour toutes tes questions et ta curiosité.